Je vais appeler l'ancienne secrétaire d'État chargée des sports et ambassadeur, Madame Ramayad, qui nous rejoint. Ramayad, qui vient sur cette scène. Voilà, je vous donne le micro. Alors, Ramayad, j'ai 3 chiffres pour vous présenter. Venez près de moi, venez près de moi. Ça, vous allez pouvoir réagir s'il le faut à ces 3 chiffres. 21 chiffres offensifs. C'est le 21 avril de cette année que vous avez choisi pour vous déclarer candidate, comme pour conjurer cette date et ne pas restreindre, je vous cite, l'offre politique, en jouant justement la carte du pluralisme. Et je vous cite encore, ne pas jouer le jeu de Marine Le Pen. Ça, c'est le premier chiffre, un chiffre évidemment politique. Chiffre économique, c'est le deuxième chiffre. 99, chiffre même révolution économique. 99 $, voilà le prix que coûte l'examen du génome humain. Pour 99 $, Google vous propose de tout savoir sur les secrets de votre propre ADN, histoire de ne pas passer à côté de la révolution du numérique, des biotech ou encore des objets connectés. Puis il y a un chiffre un peu personnel, Ramayad. J'ai mené mon enquête aussi. 20, c'est un chiffre permis de conduire. 20 sur 30, c'est la note vraiment ric-rac que vous avez obtenue à l'examen du permis de conduire. C'était il y a 3 mois à peine. Alors je sais que les créneaux, c'était pas tout à fait ça, mais ça a marché le jour J. Et avec ce passeport en poche, on vous fait confiance pour sortir des sentiers battus. Alors attention aux sorties de route et au code de bonne conduite qu'il va falloir tenir avec les chefs d'entreprise. Ramayad, s'il vous plaît, sous vos applaudissements encore une fois. Vous avez 2 minutes, 1 minute 30 pour être précis. D'abord, pour faire un pitch devant les chefs d'entreprise. Vous voyez le chrono, il est là, on vous écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici parce que, d'abord, cette invitation m'est chère, mais en même temps, je me suis demandé pourquoi on nous invite, nous, les politiques, à venir nous exprimer sur cette estrade pour parler économie. C'est vous qui devriez être ici pour nous expliquer comment fonctionne l'économie, pas l'inverse. Et ce qui est intéressant, c'est que, en l'occurrence, mes marqueurs politiques ne sont pas forcément économiques. Et donc, vous me donnez l'opportunité de pouvoir en faire part. Et c'est d'autant plus important pour moi que je fais l'expérience de la vie d'entrepreneur depuis 3 ans. Alors, mon propos ne sera pas un discours, mais juste un témoignage de jeune entrepreneur. Je suis à la base administrateur du Sénat, c'est-à-dire que je suis en charge de faire des textes de loi. Il y a 3 ans, j'ai décidé de devenir auto-entrepreneur. Ce fut une aventure absolument extraordinaire, parce qu'avant même que j'ai créé la boîte, l'URSSAF m'a écrit, le RSI m'a écrit, on m'a demandé des sommes d'argent alors que la comptabilité était encore à 0. Après ça, au bout de quelques mois, on m'a demandé un bilan comptable, mais comme je n'avais encore conclu aucun contrat ni aucune recette, eh bien, il m'était difficile de faire un bilan comptable. Alors j'ai essayé de le faire toute seule, puisqu'il n'y avait que des zéros à mettre partout. On m'a dit « Ah non, il faut recruter un expert comptable ». Donc j'ai demandé s'il fallait le payer aussi. Oui, il faut le payer aussi. Après ça, évidemment, j'ai fait la connaissance des contributions bureau, alors que je n'avais pas de bureau, puisque c'était chez moi, mais il fallait quand même le payer. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que passer d'administrateur du Sénat au secrétaire d'État à entrepreneur, c'est une révolution culturelle. Et je voulais vous en parler pour vous dire que ce dont je vais parler tout à l'heure, c'est non seulement en tant que responsable politique que je vais l'exprimer, mais je vais aussi l'exprimer avec mon expérience d'entrepreneur et de jeune entrepreneur. Merci beaucoup. Merci Ramayad, qu'on peut applaudir. Venez nous rejoindre. Un entrepreneur au féminin, responsable politique aussi, qui vient parler aux entrepreneurs. Merci de vous prêter à ce jeu-là, Ramayad. Jean-Louis Chaussade, vous avez une question pour Ramayad. Moi, je voudrais vous poser une question sur le plein emploi. À l'heure où la révolution numérique va absolument bouleverser les entreprises et leurs métiers, va faire évoluer d'ailleurs de manière dramatique ou drastique tous ces métiers, je pense que la question de la formation et de l'éducation est primordiale, en particulier si nous voulons rester compétitifs. Et donc, ma question, c'est quelles propositions voulez-vous faire en termes de formation, d'apprentissage, qui est essentiel, aussi de programmes éducatifs, parce que je pense que c'est en commençant très tôt qu'on apprendra à nos enfants à aimer la révolution numérique. 5 minutes effet, maxi pour la réponse. En effet, la formation professionnelle est prioritaire.
Je crois d'abord qu'il faut commencer à la base, c'est-à-dire à l'école. C'était le cadre du débat précédent. Dès l'école secondaire, il nous faut renforcer le lien avec l'entreprise. Mais alors, il faut qu'on sache où ça ne va pas. Il ne suffit pas de dire on ouvre les portes de l'école à l'entreprise. Il faut agir sur les conseillers d'orientation. Il faut agir sur la formation de ceux qui sont supposés former. Ça, c'est la première chose. Concernant l'apprentissage, il faut se dire la vérité. L'apprentissage jouit auprès des familles d'abord d'une mauvaise image. Je ne connais pas beaucoup de dirigeants, quels qu'ils soient, qui envoient leurs enfants en apprentissage. En revanche, dans le gouvernement suisse, la moitié des ministres a fait de l'apprentissage. Je crois aussi que ce n'est pas forcément qu'un problème d'argent. Et je pense en particulier au bas niveau de qualification. Les bas niveaux de qualification sont importants parce que vous savez très bien que depuis ces quelques dernières années, l'apprentissage bénéficie surtout aux diplômés de Sciences Po, à ceux qui ont des masters, à Paris-Dauphine, etc. Et ça régresse chez les CAP et chez les BEP. Donc je crois que c'est là qu'il faut faire l'effort. Mais pour y arriver, il faut là aussi une révolution culturelle. Changer l'image. Changer l'image, il ne suffit pas de le proclamer. Il faut le démontrer. Je sais qu'on cite souvent l'exemple allemand. Moi, j'ai envie de citer l'exemple suisse, notamment les hautes écoles d'apprentissage. Je crois en l'excellence. Je crois en l'excellence pour les formations générales, mais je crois aussi en l'excellence pour les formations techniques, pour les formations technologiques, mais aussi pour l'apprentissage. Et donc, je propose notamment qu'on crée en France de la même manière des hautes écoles d'apprentissage pour permettre aux meilleurs de chaque promotion, de CAP, de BEP, etc., de pouvoir intégrer ces écoles et demain devenir des ambassadeurs du savoir-faire français. Ça, j'y crois profondément. Et c'est ainsi qu'on arrivera, à mon avis, à restaurer un peu plus de confiance des familles, notamment vis-à-vis de l'apprentissage. Et il y a une mode qui se développe, on le voit sur la gastronomie. Et on devrait pouvoir le faire dans des tas d'autres domaines, chez les plâtriers, chez les céramistes. Et en plus de ça, j'ajouterais que par rapport à la nouvelle économie, on les retrouve justement dans ces espaces de coworking, travaillant avec les spécialistes du numérique, arrivant notamment sur l'impression 3D en effet, pendant que les uns conçoivent la machine, l'appareil ou le produit, eh bien des artisans, des plâtriers ou des céramistes arrivent à finaliser le produit. Je crois qu'il faut arriver, dans le cadre des Fab Labs, à ce type de réussite qui part de l'apprentissage, à l'image de ce qu'ont réussi à faire les compagnons du devoir. Ramayad, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. On a une autre question pour vous, Ramayad. C'est notre spécialiste du droit social, Anne Murgier, qui vous la pose. Vous évoquiez en introduction votre expérience d'auto-entrepreneur. On voit bien que les relations se développent de plus en plus en dehors du salariat et les entreprises qui les expérimentent s'exposent à des risques. On traite de plus en plus de dossiers de requalification, de statut d'auto-entrepreneur en salarié. Il y a également le risque URSSAF que vous évoquiez tout à l'heure. Je comprends que pour vous, le statut de salarié ne doit pas rester ultra dominant comme c'est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous proposez pour sécuriser ces autres formes de relations qui se développent aujourd'hui ? Oui, je propose clairement un statut non pas un statut du travailleur indépendant, mais plutôt de l'actif et qu'on facilite les transitions professionnelles d'entrepreneur de salarié à entrepreneur et d'entrepreneur à salarié lorsqu'on le souhaite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle économie, notamment collaborative, qui effectivement bouleverse les relations sociales, bouleverse les relations du travail. Les start-up, 9 335 milliards de chiffre d'affaires, ne serait-ce que dans nos pays. C'est une opportunité extraordinaire. Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut bloquer cette économie. En France, dès que quelque chose fonctionne, on cherche à l'entraver. Et c'est le cas pour l'économie collaborative. Je n'aime pas non plus qu'on caricature à travers l'ubérisation. Le travailleur indépendant, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça crée des emplois, il y a du pouvoir d'achat, il y a de la transition écologique, c'est une industrie du partage. Et enfin, on révolutionne effectivement les modalités d'emploi. Regardez les jeunes de banlieue par exemple. On nous a longtemps dit, c'est pas la peine d'aller les voir le matin parce qu'ils ne se réveillent pas avant 15h de l'après-midi. Et bien maintenant, à travers le système de voiturage, de véhicules privés, vous les trouvez chez vous dès le matin très tôt, dans leur costard, prêts à vous emmener à l'aéroport le plus proche. Donc il y a une capacité
d'emploi, de redonner de l'envie à travers cette nouvelle économie. Mais il faut, à mon avis, favoriser les transitions professionnelles d'un statut à un autre. Créer, par exemple, le statut d'entrepreneur salarié, c'est intéressant. Permettre aux salariés qui veulent créer l'entreprise de pouvoir le faire dans des conditions beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. Je pense à tout ce qui se passe en matière de transition, en matière d'URSSAF, en matière sociale, en matière fiscale. Toutes ces complications-là mériteraient, à mon avis, d'être facilitées pour que nous arrivions de plein pied dans cette nouvelle économie-là, à laquelle moi je fais partie de ceux qui y croient. Le CDI, c'est toujours le Graal? Alors moi je crois au contrat de travail unique. Regardez ce qui s'est passé en Italie il y a encore quelques mois, quelques années. Matteo Renzi propose le contrat de travail unique, c'est-à-dire la fusion CDI-CDD, de manière expérimentale, c'est-à-dire parallèlement à ces deux premiers dispositifs. Le pays entier, l'Italie entière est descendue dans la rue, les syndicats notamment, pour protester contre le travail unique. Et pourtant, un an après, ce dispositif a créé 450 000 emplois. Donc je crois au contrat de travail unique pour la France, parce que si on dessert les conditions de licenciement, on peut favoriser l'embauche effectivement pour les salariés. Et je crois également qu'il est important, pour y arriver, avant toute réforme dans notre pays, il faut réformer le dialogue social. On ne peut pas, lorsqu'on est élu président, engager des réformes économiques sans revoir le dialogue social. Ça veut dire, évidemment, revoir le financement public des syndicats. Moi, je crois qu'il est important, si on veut y arriver, il est important que l'argent public ne serve pas à financer les syndicats, mais que ce soit les cotisations des salariés qui financent les syndicats. Et pour cela, il me semble décisif, absolument décisif, de faire en sorte de favoriser le pluralisme syndical. On ne peut pas continuer à fonctionner dans notre pays comme si on était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale avec les 5 mêmes syndicats dits représentatifs. Ce n'est pas possible. Il y a aujourd'hui de nouveaux syndicats, à la fois salariés comme l'UNSA, mais aussi patronaux comme l'économie sociale et solidaire, qui constitue quand même 10% du PIB en France, qui mériteraient d'entrer dans ce dialogue social pour introduire aussi des nouvelles problématiques, que ce soit l'égalité homme-femme, que ce soit le temps de travail, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, autant de sujets qui mériteraient d'être sur le débat public et qui n'y sont pas. Donc je crois profondément à une révolution démocratique pour la politique, mais je le crois aussi pour le dialogue social. Ramayad, que vous pouvez applaudir. Alors on va continuer avec votre franc-parler, Ramayad, avec une question qui nous vient des régions, des territoires. On en parle beaucoup et Dieu sait que le MEDEF, avec vous, évidemment, est plus que jamais sur le terrain. C'est une question de Marie-Laure Collet. Elle est présidente de Abaca Conseil RH. Tiens, on est dans les ressources humaines. Elle vous parle, Ramayad, écoutez-la. Les TPE et les PME sont trop souvent freinés dans leur développement par la complexité fiscale et juridique en France, notamment dans leur transformation et le développement et la création des emplois. Comment pensez-vous favoriser la création d'emplois dans les entreprises de petite taille, en tout cas les entreprises de moins de 300 salariés? C'est une très bonne question parce que, évidemment, nous sommes en France, c'est le paradoxe qui est extraordinaire, le premier pays créateur d'entreprises en Europe. Et mais nous sommes le pays qui embauche le moins pour ces entreprises-là. Moi, je crois que la première chose, c'est d'agir sur les charges des entreprises. C'est la priorité. Les charges des entreprises, ça veut dire qu'à ce niveau-là de charges, ce n'est plus de la solidarité, c'est de la confiscation. Je crois que notre système fiscal est trop lourd. Il est devenu injuste. Il ne laisse aucune marge de manœuvre. Nous sommes le pays où le taux d'imposition est le plus élevé. Quand on voit que quand on est une jeune entreprise, on vous prend la moitié ou les 2 tiers de ce que vous gagnez, il y a un problème. Une entreprise est obligée, pour faire 100 € de pouvoir d'achat pour un salarié, de débourser 235 €, charges comprises. Donc je crois qu'il faut commencer d'abord par là, c'est-à-dire baisser les charges. Je propose par exemple un dispositif de 0 charge pour la première embauche pour aider les jeunes entrepreneurs qui ont créé leur boîte à arriver à faire une première embauche. Je crois à la suppression de l'ISF, de l'IS, pardon, mais l'ISF également, mais ça c'est un autre sujet. Je crois à la suppression de l'impôt sur les sociétés et dans un premier temps une réduction de moitié parce qu'on ne peut pas tenir face à la concurrence européenne. Je crois aussi que la TVA pose problème et je suis favorable à une TVA sociale et environnementale pour justement faire un transfert de charges et être en même temps dans une sorte de mieux-disant social et environnemental.
Enfin, pour les travailleurs indépendants, la suppression du RSI me semble inéluctable. On ne peut pas continuer avec un tel dispositif. La Cour des comptes l'avait qualifié de catastrophe industrielle. Les erreurs de calcul, les huissiers qui se pointent chez vous alors que ce sont eux qui se sont trompés, le régime qui est déficitaire, le régime de base. Et même lorsque vous contestez ce système, vous êtes passible de 3 ans de prison. Ça devient très très grave et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de remettre en cause ce système qui est bureaucratique, qui est confiscatoire et qui est totalement injuste. Enfin, je dirais que si on veut aider les petites entreprises à faire ce qu'elles font le mieux, c'est-à-dire embaucher, je crois que nous devons accepter de nous engager résolument dans une économie de l'innovation. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devrions, réduire l'effort national pour sauver des systèmes de rente, des entreprises dont on sait très bien qu'elles ne survivront pas. On devrait cesser ce type de stratégie qui est d'un autre temps et plutôt porter l'effort là où il y a des emplois à créer. Les emplois d'accompagnement, par exemple. On aura dans 10 ans 800 000 centenaires dans notre pays. Les emplois d'accompagnement pour les scolaires. Les emplois d'accompagnement pour les personnes handicapées, 12 millions de personnes. L'économie circulaire, on en parlait tout à l'heure, qui n'est pas uniquement du développement durable ou de la transition écologique, c'est de l'économie. Les énergies renouvelables, l'économie sociale et solidaire, l'économie collaborative. Voilà des gisements d'emplois qui existent dans notre pays et pour lesquels nous ne faisons aucun effort puisque nous préférons mettre l'accent sur le sauvetage de vieilles industries. Je crois que nous y arriverons. Nous arriverons à rentrer dans ce 4e âge industriel si nous focalisons sur cette économie de l'innovation plutôt que de nous accrocher aux vieilles lunes. C'est ma conviction. Ramayad, que je vous demande d'applaudir. Ramayad, on va terminer cet échange avec les 2 minutes. Les 2 minutes de votre vision de la France. Vous êtes sur le devant de la scène. Très bien. Les chefs d'entreprise vous écoutent. Ramayad. Ma vision de la France. C'est vrai que personnellement, je ne suis pas née en France. Je suis née au Sénégal, donc la France est l'histoire de ma vie. J'ai traversé des frontières, j'ai rêvé notre pays avant d'en fouler le sol. C'est un pays qui m'a promu quand je n'avais pas grand-chose, qui m'a permis d'aller à l'école, qui m'a permis de passer des concours, qui a fait de moi aussi un membre du gouvernement et qui m'a honoré au plus haut point en me permettant de la représenter sur la scène internationale. Eh bien, j'aimerais transmettre cette passion de la France à tous ces jeunes, à toutes ces jeunes générations qui aujourd'hui ne trouvent dans ce qu'on appelle les valeurs de la République absolument aucune référence. La fracture identitaire qui frappe la France est très très grave. Je pense qu'on n'a pas eu débat national aussi intense depuis la fin de la guerre d'Algérie. Mais la France n'est jamais meilleure que lorsqu'elle est dos au mur. Le mouvement que j'ai créé, qui est indépendant, qui s'appelle La France qui ose, en référence au slogan de notre université d'été, eh bien la marque d'une audace nouvelle. Ce que j'entends par là, c'est que la France des rentiers, ce n'est pas ma France. Moi, je crois, de la même manière qu'en économie, je crois en politique à la France de l'audace. Je ne crois pas aux systèmes établis. Je crois au changement, je crois à l'innovation. C'est bien la raison pour laquelle en politique, j'appelle à une révolution démocratique. Parler d'économie lorsqu'on n'a jamais mis les pieds dans une entreprise ou lorsqu'on n'a jamais créé son entreprise, voilà le problème. Parler de l'économie lorsqu'à aucun moment on a même eu un métier, voilà le problème, parce que la politique est devenue un métier. Et sur la base de l'engagement de la société civile qui m'entoure, eh bien, je voudrais porter cette France qui ose au plus haut, incarner une 3e voie d'indépendance, d'innovation, transpartisane. Oh, bien sûr, j'ai eu une expérience dans les partis politiques, mais j'en ai été dissidente. Et j'en ai été dissidente parce que je ne suis pas faite pour les carcans ni pour les casernes. Et pour porter cette idée de France qui ose, pour porter cette idée d'audace, je crois qu'il n'y a rien de tel que de faire confiance à la société civile, à une société de la coopération, ce qu'on passe d'un État-providence à une société-providence, et que sur le plan politique, nous engagions ce qu'on appelle chez nous une révolution démocratique, une sorte de démocratie collaborative où la participation citoyenne permettra de donner l'impulsion nécessaire à notre pays. Je crois qu'avant de parler économie, nous devons d'abord réformer la politique, et c'est bien pour cela que je m'engage dans cette élection présidentielle. Merci beaucoup Ramayad d'avoir osé avec nous ce soir. On va terminer avec le mot de la fin.
Vous allez vous saisir de ce stylet et les quelques mots que vous avez envie de voir retenus par l'assistante et l'assistance vont s'écrire sur l'écran. Ce n'est pas un mot, puisqu'on avait droit à une phrase. Allez, une phrase. Pour ne pas respecter les règles, Ouais. comme Nicolas Sarkozy ce matin, ou hier plutôt. Mais on m'avait dit aussi une phrase. Allez-y. Bien dans le cadre. On vous lit avec beaucoup d'attention. Un silence solennel. Hein. Vous arrivez à me lire? Oui. Qui a dit ça? Ce n'est pas moi. C'est une citation d'un grand champion, puisqu'on m'a présenté tout à l'heure uniquement comme ancienne ministre des Sports, qui vient de mourir. Un homme qui a marqué le siècle. Mohamed Ali. Tout à fait, Mohamed Ali. Voilà, on peut applaudir à Mayad. Oh, il le savait. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Le président Gattaz va vous remercier d'avoir osé en étant avec nous cet après-midi. Et une photo. Voilà, merci à vous. Je vous demande d'applaudir encore une fois Ramayad. Merci. Merci infiniment.